Bonsoir à tous. Bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bienvenue au musée central de l'armée, plus précisément dans cet espace dédié aux manifestations du 11 décembre 1960. Espace où on peut découvrir un exemple des machines à coudre ayant servi à la confection des drapeaux qui ont été allègrement exhibés le 11 décembre 1960. On peut également découvrir un drapeau, l'un des drapeaux qui a été exhibé par les manifestants pendant ces manifestations, comme on peut découvrir certains portraits des victimes qui ont été assassinées pendant ces manifestations, notamment les deux enfants, Saliha Watiri et Marlawi Farid. Donc, vous l'avez deviné, nous allons évoquer ce soir les manifestations du 11 décembre et leur portée dans un contexte particulier, celui de la fin de la guerre de libération nationale. Pour revenir sur ce tournant historique de la révolution algérienne, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Ammar Belkhodja, auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale, mais également témoin et acteur à Tiaret, sa ville natale, le 11 décembre 1960. J'ai un autre témoin, M. Abd Majid Rizqani, qui a été témoin et acteur à Alger, donc de ces manifestations du 11 décembre 1960. J'ai le plaisir de recevoir également M. Fouad Soufi, historien et archiviste. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir également M. Bouhalfa Amazit, journaliste, spécialiste du mouvement national et de la guerre de libération nationale. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Je commence avec vous, M. Fouad Soufi. Qu'est-ce qui a été écrit? Comment les événements, les manifestations du 11 décembre 1960 ont été représentées jusque-là? D'abord, merci de m'avoir invité à ce débat avec nos amis. En fait, je n'ai pas été témoin, clair. Seulement, j'ai eu à me poser plusieurs questions. Et dans la première, qu'est-ce qui a été écrit? Et pour aller rapide, et en même temps, je prends le risque, très peu de choses ont été écrites. J'ignore s'il y a eu des thèses. Bon, on ne peut pas être au courant de tout, mais j'aurais dû l'être, peut-être, mais ça fait rien. Il y a pratiquement très peu de livres d'historiens, et je suis gentil quand je dis très peu de livres d'historiens, sur cet événement. Parce que cet événement pose un problème à l'histoire. Bon. Il pose non pas un problème aux historiens, ce ne sera jamais le seul, mais il pose un problème à ce que j'appelle le récit national. Le récit national. Où s'entrechoquent comme ça, sur la base de ce grand événement. Et tout le monde est d'accord. Ce fut effectivement un grand événement. L'a-t-on suffisamment pris en charge? Non, parce qu'il y a un problème, je vais aller là aussi droit au but, c'est le choix du 11 décembre, qu'on n'a pas expliqué. On a fait rentrer le 11 décembre dans cette sorte de calendrier révolutionnaire, en disant que ce sont les manifestations, c'est vrai, mais le 11 décembre, c'est essentiellement, pas uniquement, j'ai vu des cartes comme ça, c'est faux. Le 11 décembre, ce sont des manifestations tragiques, parce qu'elles ont été tragiques par le nombre de personnes assassinées de sang-froid par les gardes mobiles, les CRS et l'armée. Et ça, ces massacres ont eu lieu, et on a des témoins, à Alger. Mais cela ne signifie pas que ces manifestations ne s'inscrivent pas dans le cours de l'histoire. Je veux dire par là, de l'histoire immédiate, le contexte, on ne va pas vers l'indépendance. En réalité, c'est justement le début, si j'ose dire, parce que même ça ne s'est pas passé, ça s'est passé avant, et on ne comprend rien si on ne sait pas, non pas le comment, mais le pourquoi.
c'est la visite du général de Gaulle. De Gaulle, oui. Voilà, on reviendra là-dessus. Du coup, entre le récit national qui fait une journée, le 11 décembre, mais qui a été la plus tragique de toutes les journées qui l'ont précédé, en tout cas les 2 journées qui l'ont précédé, et ça ne s'est pas arrêté là. Ça a continué un peu partout encore dans les villes, et le travail des historiens. Mais ce travail des historiens ne peut se faire qu'à l'aide des sources. La source la plus importante, c'est la mémoire, mais ça fait maintenant plus de 60 ans. Hein. Donc, que reste-t-il de ceux qui l'ont... que reste-t-il plutôt, non pas uniquement de ceux qui ont fait cette journée, mais de la question de la spontanéité de la manifestation. Bon, aucune manifestation, quelle qu'elle soit, n'est totalement spontanée. Donc il faut l'expliquer. Et là, il y a un mauvais débat, mais en tous les cas, entre certains acteurs, mais un débat ancien, hein, et le travail des historiens. Et donc la mémoire nous aide, mais il faut ouvrir, là aussi, encore une fois, et toujours, les archives. Il faut les repérer où elles sont, il faut ouvrir les archives. C'est pour ça que, c'est comme ça que personnellement, j'essaye de synthétiser cet événement qui va bouleverser l'histoire de notre pays, hein, puisque tout d'un coup, cette population que l'on croyait amorphe, silencieuse, qui compte les coups, la Casbah a reçu beaucoup de coups, la Casbah d'Alger. Je mets Casbah entre guillemets, mais ça fait et là, ça a éclaté, là où on s'attendait le moins, c'est-à-dire à Bellecour. Mais Bellecour, c'est pas un quartier connu comme étant un quartier entre guillemets arabe. Hein. C'est pas les Algériens n'étaient pas majoritaires. La forteresse, elle est dans la vieille ville. Voilà. Et donc il y a beaucoup de petites questions qui ressurgissent quand on sort du récit national et on veut labourer notre histoire. Voilà. Khalifa Hamazit, j'aimerais revenir avec vous sur ce contexte. Un contexte, il y avait un double contexte, parce que le contexte du côté de l'ALN, FLN, parce que c'était Alger qui n'était plus sous la responsabilité de la zone autonome. Donc on a rattaché Alger à l'époque, je pense, à une... c'est la 8e zone de la Wilaya 4 et la 6e. La 6e zone de la Wilaya 4 historique. Et puis un autre contexte, c'est le contexte franco-français, où le général de Gaulle était à la manœuvre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer Je voudrais juste rebondir sur les derniers développements de l'intervention de mon ami Fouad, en disant ceci. C'est une halte très importante dans l'histoire de la guerre de libération, mais aussi dans l'histoire d'après la Seconde Guerre mondiale. Je m'explique. C'est une halte très importante en ce sens que c'est la première fois depuis le 8 mai 1945 que la population sort dans la rue et va affronter c'est-à-dire massivement va affronter les poitrines nues les forces armées coloniales. Après la violence extraordinaire qu'a connue la guerre de libération, des plus violentes de l'histoire de la décolonisation mondiale. Donc, c'est donc une halte importante. C'est aussi une halte importante à l'intérieur du processus de décolonisation entamé en 1954, c'est-à-dire par les armes. C'est aussi un moment très important. Ce sont donc deux haltes. C'est une halte qui a une double importance. Et si effectivement, comme l'a souligné Fouad, il y a très peu d'écrits, j'ai l'impression que les choses se sont ossifiées à l'intérieur d'un récit qui a été mal entamé. D'un récit, oui, c'est un moment d'héroïsme, etc., mais nous ne le connaissons pas assez, parce qu'on ne l'avons pas interrogé.
les historiens, les chercheurs, les gens qui se devaient de le faire. Il a été plus ou moins bien interrogé par la presse d'une façon générale. L'essentiel des écrits que nous trouvons après l'indépendance, ce sont des écrits de la presse, des interviews parfois, des témoignages, mais ce n'est pas suffisant pour écrire l'histoire, ce n'est pas suffisant pour souligner toute l'importance, parce que ces manifestations ont été une réplique à la volonté politique du général de Gaulle d'orienter le référendum et l'après-indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que ce mouvement, tant il y a des questions qui se posent auxquelles il faut répondre, mais il ne faut pas seulement les poser à la partie algérienne, il faut également les poser, et on hésite très souvent d'ailleurs d'aller voir de l'autre côté comment est-ce que se présentent les choses. Je ne sais pas, ce n'est pas de la paresse, non, pas du tout, c'est le manque d'archives, le manque de documents, et aussi l'essoufflement, et c'est naturel, des historiens qui travaillent toujours sur les mêmes documents et qui ne sont pas forcément liés. Donc, cette visite préparée par le général de Gaulle, parce que c'était en fait une façon de montrer au général de Gaulle que, après les opérations de ce qu'on appelait du plan Charles, après ces opérations qui ont laminé pratiquement les maquis, qui ont épuisé... On a laminé les espaces urbains. Alger était quadrillé, voilà. C'est-à-dire que Alger, du point de vue français, Alger a connu, disons, une accalmie. Bon, plus ou moins, il y avait des actions. C'était effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, la sixième zone de la Wilaya 4, c'était la 5e zone de la Wilaya 3. C'était, je ne sais pas, parce que, toutes les wilayas se rabattaient sur Alger, parce que c'est ici qu'il y avait l'argent, c'est ici qu'il y avait les médicaments, c'est ici qu'il y avait les fournitures, les zones interdites, etc. ont épuisé, comme on le disait, ont épuisé les maquis. Donc, voilà De Gaulle qui s'en vient, débonnaire, triomphant, mais qui évite Alger. Parce qu'il sait que la bombe qu'il a envoyée d'Algérie algérienne allait être reçue d'une façon, de la façon avec laquelle elle a été reçue. Mais c'était aussi, et nous le verrons très certainement avec le témoignage tout à l'heure, de mon ami et confrère Ammar Belkhoja. Nous le verrons que ça avait commencé du côté de Tiaret, à Oran aussi, et tous ces éléments qui sont venus, plus, il faut ajouter le téléphone arabe. Parce que le sens, c'est comme l'effet boule de neige de la rumeur, l'effet boule de neige qui aggrave, qui amplifie l'effet, donc qui amplifie la colère. Et la colère s'est amplifiée, et nous sommes arrivés à ces... Et le 11 décembre 60, il ne faut pas oublier les manifestations de juillet 61 contre la partition. Il y a eu presque autant de morts, c'est-à-dire que c'était devenu une habitude. Il y a eu octobre, il y a eu juillet, c'est le peuple il y a eu qui s'implique directement à partir du 11 décembre. Ammar Belkhoja, il paraît que les manifestations ont commencé suite à des provocations. Parce que c'était les ultras qui voulaient justement faire sortir les Algériens afin de dénoncer le projet de De Gaulle, n'est-ce pas? Oui, c'est une situation un peu contradictoire et paradoxale où deux éléments antagonistes vont rejeter un peu ce programme. Les colons disent De Gaulle, il commence à abandonner l'Algérie française. Chez les Algériens, chez le FLN, chez le GPRA, c'est encore une trouvaille, parce que De Gaulle s'est habitué à utiliser un peu comme le chapeau du magicien, à tirer de temps en temps, soit un lapin, soit...
c'est d'abord la paix des braves, ça va continuer avec cette Algérie algérienne et l'autodétermination sous la condition d'une organisation de pouvoir public. C'est-à-dire que la démarche de la politique coloniale, c'est d'acheminer un peu ces choses vers une sorte de dominion ou d'un protectorat. Mais jamais le FLN n'acceptera ça. Le FLN est tenu par des engagements qu'il s'attache à appliquer fidèlement, qui remontent au congrès du 20 août 1956. On ne pouvait pas dévier de toutes ces orientations. Monsieur Hassan Arab, pour moi, c'est une occasion en or, je dirais en or. Parce que plus le temps passe, plus il y a des confusions dans les événements. Et on entremêle un tas de choses. Et cette confusion n'avantage pas l'historien à voir avec plus de clarté ce qui se passe. Aujourd'hui, j'interviens pour évoquer des événements qui ont été complètement engloutis par l'oubli. Et il y a cette abside fixation qui veut nous cantonner autour des manifestations populaires de décembre, et en occultant ce qui va se passer ultérieurement le 1er juin et le 5 juillet 1961. Le 1er juin 1961 et le 5 juillet 1961, le FLN va donner un mot d'ordre de grève générale, de grève. Nous allons y revenir. Oui. On aborde d'abord, parce qu'on essaie déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vécu ces événements vous-même, donc d'abord un témoignage. Est-ce qu'il y avait des organisateurs? Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre? Est-ce qu'il y avait... Boukhalifa parlait du téléphone arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi... Ou bien c'était des jeunes qui sont sortis d'une manière spontanée pour dire... Je prends l'exemple de ma ville. Hein. Je prends l'exemple de ma ville, Tiaret. Nous vivions, comme tous les jeunes de ce grand pays, cette atmosphère de résistance, de révolution. Et quand nous, les Tiaretiens, avions entendu parler des manifestations de décembre, là, peut-être les historiens reviendront pour expliquer un peu ce processus qui va commencer à Aït-Mouchent avec la visite qui va se poursuivre à Oran, et puis c'est la tache d'huile qui va venir à Alger avec la provocation des colons. Les Algériens ne sont pas de cet avis-là, ils vont réagir autrement. Ça, c'est encore des champs à explorer, à défricher. Oui. Je reviens à Tiaret. Tiaret, oui. Ce qui est fabuleux, c'est que nous étions jaloux de tous nos compatriotes, concitoyens de Tiaret qui rejoignaient les maquis. Les maquis, on disait que Flan a regagné le maquis, mais pourquoi pas moi? Là, l'un disait, on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc, la jeunesse tiaretienne a trouvé une compensation dans les manifestations de rue, en s'inspirant de ce qui s'était passé à Tmouchent, à Oran et à Alger. Alors, on différait notre sortie dans la rue, de l'occupation de la rue, on l'a différé d'un jour à l'autre. Et l'occasion nous a été donnée de saboter le référendum du 8 janvier 1961, organisé par De Gaulle et avancé dans une loi qui a été votée en décembre peut-être 1961, ce qui expliquait son voyage. Il devait tester un peu comment ce référendum allait se dérouler. Le 8 janvier 61, à Tiaret, on se préparait, les colons, l'administration française se préparait à recevoir les citoyens, aussi bien colons qu'algériens. Eh bien, quelques jours auparavant, on avait des rendez-vous improvisés, je dis bien improvisés. Bon, moi j'étais dans une cellule à FLN, mais il y a une accélération d'événements. On s'est dit non, il ne faut pas qu'on rate les rendez-vous avec l'histoire. On préparait d'un jour à l'autre, successivement, et puis le dimanche 8 janvier 61, allez, tout le monde sort dans la rue. Et si bien que tous les quartiers ont été occupés, comme cela s'était passé pour Alger et beaucoup de villes dans notre pays. Et là, déclenchement de la répression. Ce qui fait, les Français ciblent toujours les porte-drapeaux. Le premier porte-drapeau assassiné par les Français le 8 mai 1945 à Sétif, c'est Saad Bouzid qui était le porte-drapeau. Oui. Donc, on cible
ceux qui portent les drapeaux, d'abord. D'abord. Parce que le drapeau, c'est un élément, un grand symbole qui est rassembleur. Dès qu'on élimine celui qui le porte, on risque de faire disperser. Alors, on a utilisé un peu tous les moyens, y compris un hélicoptère qui survolait la ville de Tiaret et commençait à mettre en action une mitrailleuse. Et beaucoup d'Algériens ont reçu des balles de mitrailleuse dans leur corps. Il y a eu 2 morts à Tiaret. Il y a eu 3 morts à Sidi Abdelrahman dans la région de Frenda, 10 morts à Sougr, 10 morts à Gueltet Sidi Saad. Comment nous expliquons un peu tous ces phénomènes-là? À Gueltet Sidi Saad, à 30 km de la ville d'Aflou, les nomades, là ce n'est plus une question de cité urbaine, des nomades encerclés par les filles barbérées ont pris ce courage d'affronter l'armée française dans un espace réduit et ils vont mettre leurs femmes en péril et leurs jeunes ce qui va se traduire par 10 morts à Gueltet Sidi Saad. Qui aujourd'hui en parle? J'ai réservé un opuscule à ces événements pour dire attention, il y a un risque d'oubli, il y a un risque d'effacement d'un événement. Et puis à Tiaret aussi, on confond les événements. À Tiaret, il y a beaucoup de citoyens Tiaret qui disent oui, Tiaret, les manifestations de Tiaret se sont déroulées le 11 décembre 1960. Non. Nous allons revenir, M. Abdelmajid Rezqan. Vous avez donc participé même à ces manifestations. Oui, j'ai vécu. Donc, Al-Mahsoul, donc. Cet événement, je dirais que. Il n'y a pas que le 11 décembre, ça a duré une semaine pratiquement, du 11 au 18 pratiquement, on sortait tous les jours. J'avais l'âge de 13 ans à l'époque. On était un groupe de jeunes, on manifestait ici à El Madania. On n'avait pas peur, on voulait. C'était un tournant décisif pour la guerre de libération. Suite, comme l'ont dit mes amis, aux déclarations du général de Gaulle, plus il y avait l'OAS qui était là. Il fallait démarrer, il fallait faire un geste, un message, un soutien au GPRA et au FLN pour avancer dans les négociations. Et la preuve, le 11 décembre 60, l'indépendance est venue 1 an et demi après. Ça veut dire que les autorités... Alors, mais qu'est-ce que vous avez... ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu donc ce jour-là, donc on était tout un groupe de jeunes. Est-ce qu'il y avait un responsable? Donc c'est ça le... Comme l'a dit Boukhalifa, il y avait la rumeur. Oui. Ça a démarré à Bellecour. Oui, voilà, c'est exactement Bellecour, c'était notre relais. Madania, Boradia, c'était le fief de démarrage du 11 décembre. Après, il y a eu partage d'huile dans d'autres quartiers d'Alger au niveau national. Mais on a commencé à s'organiser. Mes parents, mes voisins ont commencé à fabriquer les drapeaux déjà. Mais avant les drapeaux, c'est vrai qu'Al Mahsoul, certains disent que les jeunes d'Al Mahsoul ont eu vent d'un massacre à Bellecourt à l'époque. Et c'est pourquoi ils se sont mobilisés. Bellecourt nous a donné le signal, on s'est mis, on s'est organisé pour occuper justement d'Al Mahsoul, Madania, j'étais présent. Oui. On a commencé à casser les magasins des Français. Moi-même, j'ai cassé, je le dis aujourd'hui. D'ailleurs, on a des images d'Al Mahsoul. Et là où on se trouvait, il y avait une cité militaire, Al-Madania, qui était occupée par l'aviation militaire. Et ils nous ont bloqué la route. On a réussi à franchir ce barrage. On a continué les manifestations. Est-ce qu'il y avait des slogans? Qu'est-ce que que clamait alors la jeunesse à l'époque? On est arrivé à monter sur des chars militaires et jeter des pierres. On n'avait pas des armes. On lançait de l'essence. On utilisait tous les moyens pour leur montrer. Les slogans. Quels étaient les slogans Les colons, ils étaient cachés. On ne les voyait pas. Ils étaient tous cachés chez eux.
Bon, le Madania, le Moradia, Belcourt, il n'y avait pas beaucoup de Français. Hein. Ouais. À l'époque, c'était dominé pratiquement par des Algériens de souche. Il y avait très peu de colons français dans ces quartiers-là. À part la cité que je vous ai citée, c'était occupé par l'aviation militaire française. Sinon, il n'y avait pas de Français. Hein. C'est juste, en plus de ce que dit il y a une chose qui est très importante, de laquelle il faut absolument tenir compte. C'est l'architecture sociale de la ville. Oui. Il y avait effectivement, pour Belcourt, Madani, c'était pratiquement des faubourgs, attention. Voilà. Ensuite, la guerre a amené toutes les cités de recasement, les cités de transit, les cités qui se sont la montagne, etc., c'est-à-dire toute cette périphérie. Et il y avait à l'intérieur, la ville, par exemple, le Clos-Salambier était miné de bidonvilles gigantesques, les sources, le ravin de la femme sauvage. Donc, c'est la jonction. Il y avait la cité moi j'avais 12 ans, j'habitais à la cité Célier, juste en face il y avait la cité de Sidi Yahya, c'était une cité de recasement. Ouais. Et de là il descendait, donc c'est tous ces ruisseaux qui ont fait la grande rivière, le fleuve humain de Belcourt, de l'avenue de la rue de Lyon. C'est-à-dire que c'est des ruisseaux, ça descendait de partout. Toutes ces la Qiba, il y avait également les voilà, la Qiba qui était un quartier très très populaire, mais la rue de Lyon ne l'était pas. Donc cette architecture sociale a favorisé l'embrasement. C'est-à-dire qu'ils ont très vite ils ne s'attendaient pas à cela, à la jonction qu'allaient faire les différents quartiers populaires qui avait été imposé par la guerre elle-même, et c'est cela qui a été très important, et il faut en tenir compte. Sophie. Oui, moi j'aimerais bien revenir. Tout ce que tu dis, je suis d'accord, c'est très beau. Il faut faire ça de toute façon. Bien sûr. L'histoire ne se déroule pas en l'air. Il y a une géographie et il faut la connaître. Mais c'est l'histoire de la rumeur. La rumeur, c'est pas à Alger que ça se passe. Il faut savoir. Il faut savoir. Bon. Il ne faut pas oublier, en tous les cas, que De Gaulle ne pouvait plus atterrir à l'époque ni à Alger, ni à Oran. Il est allé à Tlemcen. Et Tlemcen, il est venu, où vont éclater d'ailleurs le 9 des manifestations dont on parle. Bien sûr, il n'y a pas eu de mort. C'est ça le drame de notre histoire. Quand il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Bon. Mais la rumeur, eh bien, en fait, la rumeur part d'Oran. À Oran, on dit ils ont tué des Arabes, ils ont tué des Arabes à Témouchent. Ce qui n'était pas vrai. Il n'y a pas eu de mort. Il y a dû y avoir des blessés, ça c'est certain. Et il y a eu des blessés, mais il faut savoir pourquoi il y a eu la manifestation. La manifestation à Témouchent, c'est ce que certaines bonnes gens aujourd'hui chez nous disent que mais ils ont manifesté pour De Gaulle. C'est plus compliqué que ça. Oui, on les a encouragés à manifester contre les Européens, puisque, et on n'en parle jamais, il y a eu un mot d'ordre général, non pas de l'OAS, l'OAS n'existait pas encore, du front de l'Algérie française à la grève générale. C'est-à-dire qu'il y a un puzzle qu'il faut reconstituer. Bien. Et le slogan, puisque toujours tu as insisté sur le slogan c'était de les faire sortir à Témouchent, même, puisque le premier contact c'est à Témouchent. Algérie algérienne. Voilà. Et oui, ils ont commencé par crier Algérie algérienne, entre guillemets de façon spontanée, mais en réalité, et très vite, les cellules dormantes, ou pas d'ailleurs, c'est ça, maintenant il faut prendre une loupe, du FLN ont lancé le mot d'ordre à Témouchent d'Algérie musulmane. Alors là aussi, il ne faut pas mélanger les choses, ça n'a rien à voir. Le terme de musulman, ce n'est pas en rapport avec immédiat avec la religion, non, c'était la nationalité. Nous sommes peut-être une manière de se démarquer des partisans de la troisième force. Tu nous dis que nous sommes des Français, nous on n'oublie pas
que nous sommes des musulmans. Et l'Algérie algérienne, ça veut dire tous les habitants de l'Algérie, même ceux qui sont en train de nous massacrer. Bien. Et la rumeur, donc, arrive à Oran, il y a des morts à Témouchent, c'est pas vrai, et les Pieds Noirs ont attaqué les commerçants à Oran, d'Injdida et d'autres lieux, pour les obliger à fermer. C'est là que les affrontements, et là il va y avoir des morts à Oran, il faut pas, le 10 décembre, il faut pas... C'est presque fatigant d'avoir à le rappeler. Évidemment, cette rumeur, et je l'ai trouvée dans un article du magazine Parcours Maghrébin. Parcours Maghrébin, une dame qui raconte, on a entendu dire qu'il y avait des massacres à Oran. Et c'est ce qui va, non pas provoquer, parce que si j'en crois certaines archives, en réalité, là aussi, l'opération de Témouchent, le chef le commandant de la SAU, la section, l'assaut administrative urbaine, a voulu faire sortir les Algériens contre les Européens. Et là aussi, il a peut-être pu le faire, mais en réalité, si ce n'étaient les éléments du FLN, qui étaient effectivement, peu importe que ce soit la zone 6 ou ce que j'appelle des cellules dormantes. Là, il faut travailler sur ça. Bien que maintenant les témoins qui prenaient des décisions, je ne sais pas s'ils sont encore en vie. Donc, on a 2 ou 3 moments dans l'histoire, la grève générale, la rumeur et le slogan. C'est comme ça que il va y avoir au niveau de la politique du général de Gaulle quelque chose que Boukhalifa ne nous a pas rappelé, c'est la troisième force. Justement, j'allais exactement... C'est la troisième force. Et ça va être le troisième échec encore de Gaulle et qui va expliquer peut-être ce qui s'est passé à Tiaret un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Donc, la troisième force, De Gaulle, il s'est dit, je vais lancer ça et puis on va voir si je peux tirer en dehors du GPRA. Je ne peux pas reconnaître le GPRA. En dehors du FLN, il faut que le FLN paye et paye cher. Il a déjà fait payer très cher la LN. Une force qui va accepter une Algérie. Il a une phrase, à chaque fois je l'oublie. Disons en relation avec la France. C'était une indépendance à l'époque, l'interdépendance. Dans la coopération avec la France. Voilà. Dans la coopération avec la France, mais plus que de la coopération. Ah, oui. Bien, mais seulement le travail que faisait le GPRA. Alors maintenant, le GPRA, FLN ont été à peu près la même chose. Oui. Moi, je dis que le FLN, c'était ceux qui étaient sur le terrain. Bon, et le GPRA, c'était la force nationale qui décidait, mais qui n'était pas au courant. Oui. Ils ne savaient pas ce qui se passait, pourquoi, qui a fait tout ça. Attention, le GPRA... J'aimerais, avant de donner la parole à Amal Boukhoucher... Mais un petit détail, s'il te plaît. Un petit détail. C'est que les gens sur qui De Gaulle comptait, c'était qui? Les élus, même de son musulman, comme on les appelait, même de son propre parti, c'était les individus qui occupaient déjà des postes dans la fonction publique française, qu'ils soient sortis de ce qu'on appelait la promotion Lacoste ou pas. Or, même ces gens-là, ils vont rejoindre le mouvement de contestation de l'ordre colonial. Voilà. Donc, la troisième force, Boukhalifa Amazit, quel était l'objectif? C'est un projet. D'ailleurs, il était dans les mallettes, cartons de De Gaulle quand il est venu ici. C'est quoi cette... Non, la troisième force, c'est le FLN. Oui. Dans l'appel du 1er novembre, parmi les points de rupture, il est précisé que un point non négociable, c'est la représentativité du FLN. Le FLN, seul et unique représentant du peuple algérien. Ça, c'est un point de rupture, un des points de rupture qui va justement...
en prévision de cette recherche de la troisième force. On croyait l'avoir obtenue avec la création du MNA. C'était une chance qu'ils aillent s'entretuer ensemble et nous allons compter les points. Ça n'a pas marché. Premier échec. Là, il essaye de proposer, toujours de casser les maquis, les contacts locaux, la paix des braves. Tout cela, ce sont des tentatives de création d'une force résultante de l'affrontement entre les colonisés, les colonisateurs, le FLN et la colonisation et les représentants de la colonisation, donc l'État français. Et l'idée, lorsqu'il a proposé le référendum, quand il a parlé pour la première fois du référendum en 1959, il avait apporté ceci, il avait dit ceci. Oui, un référendum, mais qui va voter? L'Algérie, il disait à peu près ceci, l'Algérie c'est une poussière d'ethnie. Il y a des Kabyles, il y a des Mozabites, il y a des Chaouis, il y a des Pieds Noirs, il y a des... Et il avait... Donc, il fallait déterminer tout cela. Et il était hors de question, d'ailleurs, même lors des négociations, ils en étaient venus à un système de représentation équitable qui ferait que les 9 millions d'Algériens et le million de Pieds Noirs, qu'on essaye de trouver un équilibre. C'est-à-dire, ce n'est plus un homme, une voix, c'est un... C'était majoritaire. Bien sûr, c'était... Et donc, il a essayé tout cela. En fait, De Gaulle n'a jamais douté, il le dit dans ses mémoires et dans sa démarche, il n'a jamais douté de l'inéluctabilité de l'indépendance poussée par le combat des Algériens, acculé dans ses derniers retranchements par la diplomatie algérienne et les voix de plus en plus nombreuses qui se mettaient du côté des Algériens. Donc, cette troisième force qu'il espérait, quand il a parlé d'Algérie algérienne, il voulait, comme c'était fabriquer un nouveau peuple, fabriquer une nouvelle population qui ne renoncerait pas à l'indépendance. Je vois ce qui s'est passé ici, je sais que le chemin que vous avez voulu prendre, etc. Dans le « je vous ai compris », ce discours ambigu, parce que c'était vraiment un prince de l'ambiguïté, c'était le prince de l'équivoque, on l'appelait comme ça. Donc, il a cherché cette troisième force. Et les manifestations de décembre sont justement un coup d'arrêt à cette volonté, c'est-à-dire qu'il est inutile de chercher ailleurs. De toutes les façons, l'engagement du FLN, c'était que le FLN est le seul représentant. Ensuite, il y a eu l'autre point de rupture, c'est négociation, cessez-le-feu. Il était hors de question de trouver dans des tiroirs de la bureaucratie française ou des combinations politiques de Gaulle, il était hors de question de chercher là-dedans la solution qui n'était rien d'autre que l'indépendance. J'aime bien ce passage qui résume ça dans la bataille d'Alger. Qu'est-ce que vous voulez? L'Istiqlal. Il n'y avait qu'une seule réponse. Oui, Ammar Belkhodja. Non, c'est que il faut rendre hommage un peu à ce peuple qui ne s'est jamais essoufflé. Oui. De ces manifestations de masse. 6 mois après, je reviens toujours au 1er et au 5 juillet. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Le FLN donne le mot d'ordre de grève. Dans quel but? C'est parce que De Gaulle revient encore avec un autre projet de partition. Et les manifestations du 1er juillet, du 5 juillet 1961, c'était une opposition systématique à ce nouveau projet du Charles de Gaulle pour proposer la partition, à savoir que le nord de l'Algérie sera réservé aux Pieds Noirs, avec une enclave de Sidi Bel Abbas réservée exclusivement à une population européenne, et puis les Algériens, on va un peu les éparpiller un peu partout. Quand je dis, personnellement, je dis,
désolé que cet événement du 1er juillet, du 5 juillet ne revient pas en avant pour dire que il y a eu 80 morts le 5 juillet, 80 morts et plus de 400 blessés. Le 1er juillet, il y a eu 18 morts et 18 blessés. Donc c'est des martyrs de l'oubli. Il faut revenir sur ces dossiers-là pour essayer de localiser les choses et les événements avec précision et qu'il n'y ait pas cette fusion entre des événements. Mais le peuple avait donc le 11, en décembre, voilà, c'est au mois de décembre, avait clairement choisi l'alternative que proposait le FLN, le GPR, etc. Et il a exprimé ouvertement son appui à la démarche du FLN. Non, si on fait un peu d'observation. On se démarque de toutes les autres, alternatives politiques, parce qu'il y en avait. Le Front de l'Algérie française, les gaullistes et certains libéraux, donc à l'époque. En observant les choses et les événements, ces mouvements de masse, M. Fouad Soufi a évoqué un point tout à l'heure, c'est qu'ils ont détruit, ces mouvements de masse, ont détruit la politique mensongère qui avançait que la guerre sera terminée avec le fameux quart d'heure de Robert Lacoste. Ouais. Et ces mouvements de masse, il y a eu un déclenchement, un déclic le 20 août 1955 avec Zéro Youssef pour dire attention, ce n'est pas une poignée de bandits, de rebelles qui sont en train de conduire ce combat et cette révolution. On va continuer de 55 à 57. 57, le FLN dans le mot d'ordre de grève générale partout dans le pays. Encore un mouvement de masse qui ne va pas occuper la rue, mais qui va prendre position que nous sommes sous la bannière du FLN. Décembre 1960, avec cette tache d'huile de Tmouchent Oran dans plusieurs de votre villes aussi. 1er juillet et 16 juillet 1961. Puis, 17 octobre 1961 à Paris. La guerre a été portée en France en 1958. Projet qui mijotait depuis le congrès de la Soumam. Et cette guerre qui a été porté sur le sol du colonisateur lui-même, ça a été une sorte de bienvenue au sauveur de la France de 1945, le général de Gaulle, souhaitons-lui la bienvenue pour leur dire qu'il y a une détermination et le peuple algérien, le FLN, ses dirigeants sont résolus à poursuivre ce combat jusqu'à l'accession à la souveraineté. Monsieur Zrad, donc ce qui a marqué les manifestations du 11 décembre 60, c'est la participation massive des jeunes et des moins jeunes. Justement, en tant qu'acteur de cette manifestation, qui reste quand même un symbole pour la jeunesse, effectivement, on a reçu des instructions des responsables de l'époque. C'était des adultes. Pour nous, c'est le FLN. Pouvait pas. Il y avait le respect. Donc, ils nous ont dit cassez, ne volez pas de pillage. C'est très important. Manifester, protester, mais pas de vol. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand on parle du général de Gaulle, il a donné des instructions pour tirer sur les manifestations. Il y a eu presque 300 morts durant cette journée-là. Donc, il y avait une contradiction dans son discours. Et puis, il y avait même certains pieds noirs qui tiraient à partir de leur balcon. Donc, ils tiraient en l'air, mais il y avait quelques blessés. On avait des blessés autour de nous, Al-Madani, ici à Der Mahsoul. On a transporté des blessés au niveau de l'hôpital où il y avait des médecins volontaires, des Algériens qui étaient prêts. On était bien organisés. Et puis il y avait les drapeaux, c'est aussi c'était la période où peut-être le drapeau algérien a été exhibé fièrement et d'une manière extraordinaire pendant cette période. Les drapeaux, ils sortaient de partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En voyant la machine, c'était une industrie au niveau de l'époque. On dessinait carrément
le tissu vert, rouge. Les femmes étaient... Il ne faut pas oublier que les femmes ont joué un rôle très important. Elles étaient même devant la manifestation. Elles étaient des fois plus courageuses que les hommes. Elles affrontaient les militaires. Vraiment, il faut rendre hommage à la femme algérienne. Elle est pour beaucoup au niveau de la révolution algérienne. Oui. Oui. Si je peux me permettre, il faut rappeler aussi le travail qu'a fait, j'oublie toujours son prénom, Hamoumi. J'ai perdu tout contact avec lui. Oui. Il a recueilli beaucoup de témoignages. Il en était, mais je crois qu'il était plutôt du côté de la Casbah. Il en était. Oui. D'accord. Mais non, même le drapeau, c'est intéressant parce que nous, aujourd'hui, ça y est, le drapeau, c'est ces deux grandes bandes verticales. Mais on faisait des drapeaux avec deux bandes horizontales. Exactement. Avec mais le problème n'était pas là. Le problème, il fallait que le vert et le blanc et le rouge apparaissent. Il fallait l'emblème. Voilà. Et pour reprendre un peu ce que dit Berkhoja, parmi les slogans, mais il y a de nouveaux slogans qui apparaissent. Vive Abbas. Il faut pas. C'est autour du, c'est-à-dire voilà notre président. C'est Farhat Abbas. Et le deuxième, c'est vive le GPRA. Voilà notre gouvernement. Donc c'est pas uniquement Algérie musulmane, c'est pas uniquement l'Istiqlal, c'est déjà là quelque chose. Donc les éléments de souveraineté, le drapeau, Abbas en tant qu'institution et non pas en tant que... Oui, en tant que président. Président, voilà. Même si, c'est ce que rappellent les historiens, Farhat Abbas, il a reconnu qu'il n'était pas au courant. Et Lakhdar Ben Toubal l'a écrit, nous ne savions pas ce qui se passait, d'où ça venait. Mais ça a rendu le GPRA, ça a fait du GPRA, on a obligé le représentant. C'est pas, le FLN, il a un autre rôle. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant, mais il faut continuer. Il avait eu un autre rôle. C'était pas les dirigeants, c'était plutôt le GPRA, qui étaient tous sortis du FLN, si je peux dire ça. Maintenant, le général de Gaulle, oui, il a sorti. Pas lui. C'est des gens qui sont... Il a fait sortir des thèses, des livres sur la partition de l'Algérie. Il fallait trouver un endroit où les Européens allaient se regrouper. Et cette partition de l'Algérie, en réalité, elle existe depuis 1958. Le décret-loi de 1958, avant que De Gaulle n'arrive au pouvoir, où ils ont proposé, voté la division de l'Algérie en 6 territoires autonomes, non inclus le Sahara. Et ces 6 territoires autonomes n'avaient pas de contact avec eux, sinon une sorte de... Enfin, même pas de gouvernement, je ne sais même pas comment qu'on appellerait cela. Mais ils étaient complètement autonomes. Et là, c'était tout simplement la mort de ce qui aurait pu être une Algérie indépendante. C'était la palestinisation de la... On peut dire... ça, c'est-à-dire une espèce de manteau d'arlequin. Un manteau d'arlequin, une tache blanche, une tache rouge. On met cela ici, on met cela là, et puis c'est tout. Mais De Gaulle, c'est une loi un décret qui a été signé, voté, accepté, etc. De Gaulle va mettre fin à cette illusion, mais de derrière les fagots, puisqu'il s'est petit à petit acquis à l'idée de l'indépendance. On ne va pas continuer. L'Algérie, ça devient un boulet. Oui, l'Algérie, ça devient un boulet. Mais pas les Algériens. Ceux qui profitent de l'Algérie. Ceux qui reçoivent les subventions du Trésor français, ce n'était pas la population algérienne, c'était les pieds noirs. Ceux à qui on achetait la production à bas prix et qu'on exportait pour presque rien
en France. J'ai parlé de l'Ouest. Oui, monsieur. L'Ouest, ça va venir. Ça va venir. Mais il y avait déjà, à l'époque, il y avait des groupuscules d'extrême droite, des organisations politiques qui vont après appuyer l'Ouest. Il y avait les Barbeaux aussi. Oui. Qui vont jouer un autre rôle. Mais en restant en décembre 60, pourquoi ces manifestations? Alors évidemment, c'est la manifestation d'Alger qui a frappé l'opinion internationale et même les Algériens, c'est à cause du nombre de morts. Les gens sont tombés, ils sont tombés. Il y avait une répression. Une répression féroce. Répression féroce. Alors que ça va un petit peu se calmer ailleurs, mais les manifestations, il ne faut pas oublier, elles ne sont pas arrêtées le 11. Hein? C'est une semaine, sinon même 10 jours. Une semaine, parce que... Jusqu'au 18. Jusqu'au 18, parce que... Mais pas uniquement à Alger. Dans plusieurs villes. Au niveau national. Parce que l'ONU allait voter, donc... allait se réunir en session. Le Conseil de sécurité de l'ONU... Oui, non, mais là, c'était déjà acquis. Au drapeau. Porte-drapeau. Oui. Au porte-drapeau, on tirait sur tout le monde. On tirait sur tout le monde et on tirait sur les porte-drapeaux. Et parmi ces porte-drapeaux, le 11 décembre, il y avait Salih Awathiqi, qui monte sur les épaules d'un adulte, qui hisse tout haut pour que ce drapeau apparaisse sur un vaste espace. Et les militaires français n'en vont pas épargner les enfants. Ils ont tiré sur cet enfant de 12 ans qui avait pour seul tort, entre les guillemets pour eux, de manifester cet amour pour ce symbole de la souveraineté et de l'indépendance. Le 1er juillet 1961, on tire sur Farid Maghraoui. Farid Maghraoui, qui, quand les journalistes évoquent un peu les manifestations du 11 décembre, on va l'introduire, qu'il a été tué à Clos-Salambier pendant les manifestations du 11 décembre. Moi, je prends mon bâton de pèlerin et je vais vous raconter une anecdote tragicomique. Je dis, allez, il faut remettre les pendules à l'heure. Et j'apprends que Maghraoui, que Nedjia Khouja, assassiné à Bousmaïl, puisque Bousmaïl, Foucault, toutes ces bourgades sur le long de la Méditerranée, la côte est d'Alger, ont occupé la rue. On les a complètement oubliés. Nedjia Khouja, comme Saliha, elle s'est mêlée aux manifestations. Beaucoup de femmes à Bousmaïl, beaucoup de femmes. Oui, mais alors, des femmes. Je reviendrai peut-être avant de terminer l'émission sur le you-you de la femme. Alors, le drapeau, on le va you-you. en terminer peut-être l'émission avec, donc oui. On tue Maghraoui, on tue Nedjia Khouja, on tue Sansal à Bebloued en décembre 60. Sansal à Bebloued, 7 ans. On tue des enfants. Il y a 2 enfants qui ont été tués à Héliopolis. Là, il faut faire le déplacement sur le lieu. Parce que moi, je me suis déplacé à Bousmaïl pour identifier un peu ces enfants qui sont tombés sous les balles françaises. Et je suis allé contacter la famille de Nedjia Khouja. Et je me déplace, à propos de l'anecdote tragicomique, je me déplace à l'hôpital Mustapha. Oui. La direction elle est un peu stupéfaite que quelqu'un vienne demander à compulser les registres d'admission des victimes de l'armée française. Et j'ai fait intervenir Mustapha Khiyati, qui était professeur de médecine, pour qu'il intervienne auprès des services médicaux de l'hôpital Mustapha, pour que je puisse compulser les registres d'admission et identifier les noms et les prénoms de ces victimes. Les noms et les prénoms de ces victimes, c'est très important pour moi. On parle 5 morts ici, 4 morts là-bas. Il faut les identifier, les consigner. C'était des âmes, c'était des corps qui respiraient. Il faut les identifier. Moi, je fais un déplacement à Deshmiya, de Tiarat à Deshmiya, 500 km. Pourquoi? Pour identifier
les 6 victimes de Marcel Edmond Nijlen le 4 avril 1948, qui ont été mitraillés parce qu'ils ont refusé de voter pour les Qaïd et les Bachara. Pour revenir donc à l'importance de ces manifestations du 11 décembre 1960, Karim Belkacem disait à l'époque les clameurs de Boukhalifa Amazit, les clameurs de Belcourt ont retenti à Manhattan. Oui, effectivement, c'est-à-dire que le relais qui a été pris par les populations, on remarquera une chose, c'est que, on disait tout à l'heure, je disais que depuis 1945 jusqu'à décembre 60, il n'y a pas eu de manifestation de rue. Mais à partir de décembre 60, ça n'a pas cessé. C'était périodique jusqu'aux manifestations à Paris, pacifiques à Paris. C'est-à-dire que le relais a été pris par la diplomatie et par la population. C'est-à-dire que ce n'est pas planifié comme une opération militaire, une embuscade, un accrochage. Ce n'est pas planifié. C'est une des réponses du tac au tac à toutes les propositions ou toutes les tentatives de l'État français, du gouvernement de Gaulle, de l'État français, de dévier l'attention. Nous ne sommes plus à la période où c'est une question française, où Antoine Pinet pouvait quitter l'hémicycle des Nations Unies parce que ça ne lui plaisait pas, parce que c'était fini cela. C'est-à-dire que l'opinion mondiale était arrivée, il est l'heure, comme disait Hamouten, les peuples ont appris à conjuguer le verbe se décoloniser. C'est-à-dire que la moindre palpitation à Alger était ressentie là-bas. Ensuite, au fur et à mesure, nous en avons parlé déjà de l'importance qu'avait pris le transistor, qu'on pouvait transporter, qu'on pouvait emmener. La communication avait fait des progrès considérables. Une balle qui est tirée, on disait qu'une balle tirée en Indochine met 3 mois pour arriver, le son de la balle met 3 mois pour arriver à Paris, ce n'était plus le cas. Et il y avait des journalistes, il y avait des centaines de journalistes ici. Et puis, comme on disait, le sigle du FLN est devenu aussi populaire et aussi connu que celui de l'ONU. Monsieur Abdelmajid Razqad, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de la jeunesse, et puis il y avait également cet élan de solidarité en matière, par exemple, d'évacuation des victimes, etc. Parce qu'on se débrouillait comme on pouvait à l'époque, n'est-ce pas? Pour rejoindre mon ami Boukhalifa, effectivement, Alger, c'était important pour les médias. C'était un message pour l'étranger. C'est pour ça que ça a un peu duré plus que d'autres villes d'Algérie. Alger, c'était un moyen de prouver le mécontentement et d'avancer dans les négociations pour la guerre de libération. Comme je l'ai dit au début, ça n'a pas tardé, 1 an après, 1 an et demi, on a eu l'indépendance. Donc le message est bien passé, malgré l'opposition interne des colons, comme l'OAS, comme les mercenaires qu'il y avait. Il y avait M. Souville avait dit, il y avait des intérêts au niveau du commerce. L'Algérie nourrissait la France en agriculture, dans beaucoup de secteurs. Voilà. J'aimerais bien que vous évoquiez pour nous cette solidarité de la jeunesse à l'époque. C'est-à-dire pendant les manifestations. Moi, je dirais que la jeunesse a joué un rôle très important à l'époque. Et c'est grâce au scoutisme. Oui. Moi, personnellement, j'ai vécu cette période. J'ai fait du scoutisme. J'étais louveteau. Je suis passé au grade de clan, comme on dit, c'est pas clan, entre guillemets.
avec des grands comme Dedouche Mourad, Debih Shrif, qui était dans le Mouradia, quand même, c'est le berceau. Pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de Belcourt, le Mouradia et Madania, c'est quand même le berceau de la Révolution. Il y avait Madania, les trois frères Madani sont connus de la Révolution. On a été quand même, ils nous ont appris à faire un travail parfait, ils nous ont appris le militantisme. C'est pour ça qu'il y a eu une forte pression de la jeunesse à l'occasion de cette manifestation. Je dirais bravo pour les jeunes et un message aujourd'hui vers cette nouvelle jeunesse qui doivent réagir pour porter l'Algérie là où elle doit être. Fouad Soufi, le 20 décembre, il y avait la fameuse résolution 1415 qui a été adoptée. Est-ce que cette résolution n'est pas en quelque sorte un legs de la révolution algérienne à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance? Parce que c'est une résolution qui est portée sur l'autodétermination des peuples. Oui, on peut le voir comme ça. D'abord, immédiatement, c'est pour les pays africains. Oui, immédiatement. Bon. Mais c'est pas forcément décembre 60. Par contre, on a parlé de l'Indochine tout à l'heure. En 1968, j'écoutais une radio et les Américains venaient de se faire battre dans une bataille. Je n'ai pas retenu, j'ai pas retenu le nom du village. Et le journaliste américain qui se trouvait dans cette radio, qui débattait avec les Français de cette bataille, il leur a dit, écoutez, c'est comme vous en Algérie. Un pétard qui explose à Alger fait plus de bruit qu'une bombe qui explose à Oran. Alors, ça veut dire que ces manifestations de décembre 60, bien sûr, c'est pour nous aussi. C'est d'abord pour nous. Hein? Mais en réalité, l'écho, le retentissement, voilà peut-être ce qu'on a, si on l'a quand même bien apprécié, mais peut-être pas totalement, du retentissement de ces manifestations dans le monde. Et plus particulièrement, parce que ça a été la plus foudroyante, la manifestation qui s'est déroulée à Alger. Donc, c'est plus un pétard, là, c'est une véritable bombe. Hein, mais elle va retentir à travers le monde. Même les derniers pays qui hésitaient. Oui, mais quand même, c'est des départements français, ceux qui étaient... qui posaient des problèmes de manière juridique. Oui, mais ce sont des départements. Même là, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose d'autre que le discours, qu'a très bien expliqué Boukhalifa tout à l'heure, que nous servent les Français à l'ONU. Et il y a un des pays qui va commencer à se gratter la tête, ça va être la Turquie. Il y a quelque chose qui ne va plus, là. On appartient à l'OTAN, on est avec les États-Unis, d'accord, mais là, il y a des événements très graves qui se sont déroulés dans ce pays, et ça va inciter, je ne parle pas des pays de l'Est qui étaient acquis à la cause, mais d'autres pays proches de la France, traditionnellement proches de la France, ils ont dit là vous exagérez, ça ne va plus. Voilà. Et pour moi c'est ça décembre 60. C'est non pas le réveil, c'est pas un réveil, c'est le bouleversement des rapports à la fois politiques et militaires entre l'armée française qui gérait pratiquement ce pays et la population algérienne. Boukhalifa. Je voulais juste revenir à la résolution 1514 de 1960 des Nations Unies. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est une question qu'il faut que les historiens se posent et qu'il faut que nous nous posions aussi. C'est vrai que la guerre de libération algérienne a fortement, poussé les Nations Unies dans leur dernier retranchement. Chaque année, on attendait à ce que la question soit posée. Ensuite, des regroupements régionaux, latino-américains, asiatiques, africains, ont commencé à se former autour, à se cristalliser autour de la question algérienne, de ce qu'on appelait la question algérienne. Et il est étonnant quand même que ce n'est que, alors que les Nations Unies ont été créées dans le sens
d'apporter la paix au monde dans le sens de créer une harmonie internationale, etc. Il est assez étonnant que c'est de 1945. Ce n'est qu'en 1960 que cette résolution, c'est-à-dire qui donne le droit au peuple colonisé de s'autodéterminer, ce n'est qu'en 1960 que c'est arrivé. C'est dire l'influence, même si les Français seront les derniers à reconnaître ça, c'est dire l'influence qu'a eu cette guerre, et surtout par sa violence considérable. Il faut toujours revenir sur la violence de cette guerre. C'est une des plus violentes de l'histoire de la décolonisation, sinon la plus violente, si on accepte, bien entendu, c'est si on la compare, même si on la compare aux guerres de libération en Asie ou ailleurs en Afrique. En Afrique, ça a été... Mais en tous les cas, en Algérie, l'Algérie, et cette question algérienne a fortement influencé les décisions plus tard aux Nations Unies, d'où l'importance que prendra l'Algérie ensuite aux Nations Unies après l'indépendance. D'où l'importance de bien connaître les manifestations de décembre 60. Monsieur Khan, après on termine avec Ammar Belkhodja. Non, je voulais dire que durant cette période de l'année 60, le peuple algérien a beaucoup souffert. Effectivement, la France, l'armée française, ne voulait pas se montrer, mais elle a créé des cellules pour attaquer les quartiers populaires. Ouais. Comme le Moradia, Belcourt, etc. Il y avait l'OAS, ils nous plastiquaient. Moi, personnellement, on veillait avec ma mère, mon frère, on surveillait, et on a créé des bombes et des briques pour nous défendre. Tout ça, ça a fait déclencher les manifestations. Il y avait le ras-le-bol, hein, c'est clair. On a souffert beaucoup de la période de 60, hein, je dis bien. Je l'ai senti en tant que jeune, c'était difficile, très difficile. Surtout les quartiers populaires, hein, je dis. Hein. Alors pour terminer cette émission, Ammar Belkhodja veut nous lire un texte de Ammar Ozgen où il parle des youyou. Donc, oui. Fanon a parlé du voile et Ammar Ozgen parle du youyou. Oui. Avant Ammar Ozgen, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de Dien Bien Phu militaire, c'est sûr. Mais il y a cette permanence de la lutte armée, comme l'a signalé tout à l'heure M. Boukhalifa, à savoir que c'est la négociation qui doit suivre le combat armé et non l'inverse. Les Algériens tenaient à poursuivre le combat en dépit de tout cet géant arsenal mis au mouvement contre l'Iran. Il n'y a pas eu il y a eu ce Dien Bien Phu psychologique à la suite de ces mouvements populaires. Et un Dien Bien Phu diplomatique. Les diplomates algériens sont parvenus à mettre dans l'isolement presque total, je dirais, la France coloniale. On a raflé des voix en Amérique latine pour leurs interventions par leur voix au niveau de l'ONU, grâce à un admirable monsieur, un homme d'église qui s'appelle Alfred Berenguer, hispanisant, algérien. Il a toujours revendiqué son algérianité, mais il a fait un travail de titan à partir de Cuba, au niveau de tous les pays riverains à La Havane, pour rallier un peu ces pays à la cause des Algériens. Le youyou, il y a deux phénomènes qui interviennent un peu dans le combat des Algériens. C'est le drapeau, et ce drapeau va amener les Français à tirer sur n'importe quel drapeau, quel que soit son âge. Le youyou chez la femme algérienne. Ça a été signalé tout à l'heure par... Le youyou chez la femme algérienne, il va passer de cette manifestation de réjouissance à une arme de combat. Une arme de combat, oui. C'est-à-dire que le youyou de 54 à 62 ne va pas être uniquement la manifestation d'une réjouissance au cours d'un mariage, d'une circoncision, d'un retour de pèlerinage, mais d'un appui,
d'un appui. Bon, je vous raconte l'exemple à Oran, le tribunal militaire d'Oran, qui siégeait pour condamner un patriote de Tiaret, Hamdani Adda, officier de la LN. Bon, les propos que tenait Hamdani Adda face au tribunal militaire, des propos dignes, attention, je ne reconnais pas votre autorité, moi je suis un officier de la LN, je combats pour la liberté de mon pays. Et les femmes qui étaient présentes à la salle, c'est des you-you persans qui ont déstabilisé les magistrats coloniaux pour faire évacuer la salle. Alors, M. Omar Ouzguene, qui a fait une approche très intéressante sur le you-you. Le you-you qui va intervenir pour déstabiliser et je dirais donner aux soldats français mille et une questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce you-you-là? Et c'était presque une hantise, quoi, le you-you de la femme algérienne, pendant que les filles et les porte-drapeaux tombaient sous les balles de l'armée française, ce sont les femmes qui continuaient à pousser leur you-you. Avant la Révolution, le you-you était, ça c'est selon Omar Ouzguene, des cris d'allégresse que poussaient les maghrébines dans les cérémonies traditionnelles, fiançailles. Alors, en 1955, les onomatopées de joie se font rares, puis disparaissent totalement de la vie sociale avec l'abandon spontané de toute réjouissance, avec chant, danse et musique. Car ce ne fut pas un ukaz du FLN. L'autocensure fut inspirée uniquement de la hishma. Ce sont des réactions populaires, ce sont des réactions qui disent « Attention, ça y est, nous sommes en guerre, est-ce qu'on va chanter, on va danser, on va pousser des you-you autrement que par le passé ». Alors, comment prévoir que les Fatma, entre guillemets, intervenaient, inventeraient une forme d'action purement algérienne, nouvelle, par sa conception, son utilisation, sa simplicité, son dynamisme, son efficacité. Comment expliquer que des hurlements, entre guillemets, de femmes aient le pouvoir de balayer le complexe de la peur, de faire surgir des milliers de drapeaux, Félaga, entre guillemets, Félaga, dans les villes pacifiées, entre guillemets encore pacifiées, de faire rentrer sous terre les bleus de chauffe, de faire stopper les agitations publiques des ultras. Je termine en conclusion en supprimant d'autres passages. Rien n'est plus rationnel, rien n'est plus lucide et plus tranquille que l'emploi du you-you, zgreda, en arabe les terrains, zgreda, le toulwil en algérois, zgharit dans l'oranie. Les you-you sont également décrits chargés de sens précis et variés selon les circonstances. Ce peut être comme un ululement d'oiseau de nuit, un signal d'alerte pour annoncer. C'est devenu des codes finalement. Le you-you, tout le will, dans la Casbah et dans certaines agglomérations, c'est devenu des codes. Un signal d'alerte pour annoncer des patrouilles ou un cri d'alarme pour prévenir un danger de l'OS. De même, c'est un appel à l'aide, à la résistance contre des arrestations. C'est aussi l'approbation des consignes données dans les meetings volants. C'est le bravo unanime saluant les exploits de l'ALN. Et je termine. C'est Omar Ouzguene qui termine. C'est you-you que la mitraille ne peut suspendre, perce les tympans des assassins de femmes et d'enfants, agaçant, lancinant, affolant. Les vampires les entendent partout, comme dans un cauchemar persécuteur, jusqu'à dans leur tanière, les camps où sèche le sang de nos frères enfuis dans les charniers. Ça, c'est Omar Ouzguene qui rend hommage à cette femme qui, grâce à la transformation de son you-you avant 54, en you-you de soutien à la LN et à l'Algérie. Et on termine donc cette émission avec cet hommage rendu aux femmes par vous, Amal Belkhoujeiche, à travers donc ce texte de Ammar Ouzguene. Je tiens à vous remercier, M. Ammar Belkhouja, M. Abdelmajid. Il n'y avait pas que le you-you, oui. Il y avait les casseroles également. C'était un signal. Exactement. M. Abdelmajid Rzkan, je tiens à vous remercier également. M. Fouad Soufi,
et Boukhalifa Amazit. Je remercie l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission et surtout les responsables du musée central de l'armée pour leur aide et assistance.